Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Chers auditeurs passionnés de suspense, aujourd'hui nous allons découvrir une autre petite histoire de notre cher duo, Poirot et Hastings. Alors sans plus tarder, on va commencer. L'histoire s'intitule L'aventure de l'appartement bon marché. Dans les affaires que j'ai relatées jusqu'ici, les enquêtes de Poirot commençaient par le fait essentiel, qu'il s'agisse de meurtre ou de cambriolage, et s'enchaînaient selon un procédé de déduction logique, jusqu'au dénouement triomphant. Au cours des événements dont je me propose de présenter la chronique, une remarquable série de circonstances insignifiantes en apparence, mais qui attirèrent tout de suite l'attention de Poirot, nous conduisit aux révélations sinistres qui élucidèrent une des affaires les plus insolites. J'avais passé la soirée avec l'un de mes plus vieux amis, Gérald Parker. En plus de mon hôte et de moi-même, 5 ou 6 autres personnes étaient présentes. La conversation tomba, comme cela arrivait tôt ou tard en n'importe quel endroit où se trouvait Parker, sur la recherche d'un domicile à Londres. Depuis la fin de la guerre, mon ami avait occupé au moins une demi-douzaine d'appartements et de maisonnettes différents. Pas plus tôt se trouvait-il installé quelque part qu'il convoitait brusquement une nouvelle découverte et rebouclait sans délai sacs et bagages. Ces déménagements s'accompagnaient presque toujours d'un léger profit réalisé sur la place qu'il abandonnait, car il était homme d'affaires et très habile. Cependant, la vérité oblige à dire que c'est l'amour de ce sport qui l'animait bien plus que le désir de gagner quelque chose. Nous écoutâmes Parker un bon moment avec le respect que nourrit le novice à l'égard de l'expert. Puis ce fut à notre tour de parler, et un brouhaha de conversation s'ensuivit. Finalement, la parole fut laissée à Madame Robinson, une charmante jeune femme, accompagnée de son mari. Je ne les avais jamais rencontrés auparavant, car Robinson était une récente connaissance de Parker. « À propos d'appartements, lança-t-elle, avez-vous entendu parler de notre coup de chance, Parker ? Nous en avons trouvé un, enfin, à Montagu Mansions. Ma foi, j'ai toujours affirmé qu'il y a beaucoup de logements disponibles du moment qu'on est prêt à payer. Oui, mais celui-ci n'est pas cher. Il est incroyablement bon marché. 80 livres par an. Mais Montagu Mansions est juste à la limite de Knightsbridge, je crois. Un grand bâtiment luxueux, il me semble. À moins que vous ne fassiez allusion à quelque parent pauvre caché dans un quartier populeux. Pas du tout. Il s'agit bien du Montagu Mansions de Knightsbridge. C'est ce qui rend notre chance si merveilleuse. Merveilleuse est le mot. Un sacré miracle, si vous voulez mon avis. Il doit y avoir un piège quelque part. Un pas de porte colossal. Pas de porte. Pas de porte. Oh, vite mes amis, pincez-moi, gémit Parker. Cependant, il faut que nous achetions les meubles, concéda la jeune femme. Ah, je savais bien qu'il y avait une attrape. Pour 50 livres, et ils sont magnifiques. J'abandonne, les occupants actuels doivent être des lunatiques avec un goût marqué pour la philanthropie. Madame Robinson se troubla. Une petite ride se creusa entre ses fins sourcils. C'est étrange, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas que l'endroit est hanté? Jamais entendu parler d'un appartement hanté, coupa Parker d'un ton ferme. Non, la jeune femme semblait cependant loin d'être convaincue. Mais il y a quand même quelques détails qui m'ont intriguée, parce que bizarre. Par exemple, suggérai-je. Ah, s'écria Parker, l'attention de notre expert criminel est réveillée. Épenchez-vous auprès de lui, Madame Robinson. Il est un grand démêleur d'intrigues. Je ris, embarrassé, mais pas tellement mécontent du rôle qu'on m'attribuait. Oh, pas vraiment bizarre, capitaine Hastings, corrigea Madame Robinson. Mais lorsque nous nous présentâmes à l'agence immobilière, Stosser et Paul, nous nous étions pas adressés à eux auparavant, car ils ne s'occupent que des appartements très coûteux de Mayfair. Mais nous avions pensé qu'une démarche chez eux ne nous engagerait pas. Tout ce qu'ils nous offrirent s'élevait à 400 ou 500 livres par an. Ou comprenez de lourds pas de porte. Et puis, juste comme nous allions sortir, ils mentionnèrent un appartement de 80 livres. Doutant cependant qu'il vaille la peine que nous allions le visiter, car ils l'avaient
dans leur dossier depuis pas mal de temps déjà. Et tant de clients étaient allés le voir qu'il était sûrement pris. Happé est le mot exact dont usa l'employé. Seulement on avait dû omettre de les en informer. Et il continuait à envoyer des clients qui se montraient sans doute fort mécontents de leur inutile dérangement. Madame Robinson s'interrompit pour reprendre haleine et enchaîna. Nous les remerciâmes en répondant que nous aimerions recevoir quand même une autorisation de visite. Nous nous y rendîmes en taxi immédiatement, car on ne sait jamais. Le numéro 4 se situait au second étage, et alors que nous attendions l'ascenseur, Elsie Ferguson, une de mes amies, qui cherchait un logement, déboucha de l'escalier et s'exclama « Je vous devance pour une fois, mais il est inutile de monter, il est déjà pris. » Cela semblait terminer notre entreprise. Mais, comme le remarqua John, le loyer était très bon marché. Nous pouvions nous permettre d'offrir plus et peut-être même de proposer un pas de porte. J'ai honte de vous avouer cela, capitaine Hastings, mais vous savez ce que c'est que de chercher un domicile. Je la rassurai en remarquant que dans la lutte pour le logement, on devait souvent faire taire des scrupules, et que la loi bien connue, les loups se mangent entre eux, s'appliquait toujours en ce domaine. Donc nous montâmes, et le croiriez-vous, l'appartement n'était pas pris du tout. La bonne nous le fit visiter, et nous vîmes la maîtresse de maison, et tout fut arrangé sur le champ. Entré en possession immédiate après paiement des meubles, l'accord fut signé le jour même, et nous nous installons demain. La jeune femme s'arrêta triomphante. « Et madame Ferguson ?» demanda Parker. « Quelles sont vos déductions à son sujet, Hastings ?»« Sans aucun doute, mon cher Watson, répliquai-je d'un ton léger, elle venait d'un autre appartement situé dans le même immeuble. »« Oh, capitaine Hastings, que vous êtes ingénieux !» s'exclama madame Robinson avec admiration. « J'aurais bien voulu que Poirot fût présent. Parfois j'ai l'impression qu'il sous-estime mes capacités. » Cette histoire était assez amusante, et le lendemain matin, je la soumis à Poirot comme un problème burlesque. Il parut intéressé et me posa un tas de questions sur le prix des appartements des différents quartiers. « Une histoire curieuse, murmura-t-il pensivement. « Excusez-moi, Hastings, il faut que je fasse un petit tour. » Lorsqu'il revint environ 1 heure plus tard, ses yeux brillaient d'une excitation particulière. Avant de parler, il posa sa canne sur la table et lissa le feutre de son chapeau avec son soin habituel. « C'est rudement bien, mon ami, que nous n'ayons pas d'affaires sur les bras pour le moment. Nous allons pouvoir nous consacrer entièrement à notre enquête. »« Quelle enquête ?»« L'appartement, remarquablement bon marché de votre amie, madame Robinson. »« Poirot, vous n'êtes pas sérieux ?»« Des plus sérieux. Figurez-vous que le véritable loyer de ces logements est de 350 livres. Je viens juste de me les faire certifier par l'agent du propriétaire. Et cependant, cet appartement en question est sous-loué pour le prix modique de 80 livres. Pourquoi ? Il doit y avoir quelque chose qui cloche. Peut-être est-il hanté, comme le suggérait madame Robinson. Poirot hocha énergiquement la tête en fronçant les sourcils. Et puis, n'est-il pas curieux encore que son amie lui apprenne que l'appartement est loué et que lorsqu'elle s'y rend elle-même pour le voir, il n'en soit rien. Mais voyons, vous devez sûrement penser comme moi que l'ami s'était adressé à un autre appartement. C'est la seule solution possible. Que votre raisonnement sur ce point soit juste ou faux, Hastings, il n'en est pas moins vrai que de nombreux autres candidats ont visité l'appartement en question et qu'en dépit de son loyer étonnamment bas, il se trouvait encore sur le marché lorsque madame Robinson s'y présenta. Cela prouve simplement que madame Robinson doit s'attendre à une mauvaise surprise. Madame Robinson ne semble pas avoir remarqué quoi que ce soit d'anormal. Très curieux, n'est-ce pas? Cette madame Robinson vous a-t-elle donné l'impression d'être une femme sincère, Hastings? Une créature délicieuse. Évidemment, puisqu'elle vous a rendu incapable de répondre à ma question. Décrivez-la moi donc. Eh bien, elle est grande et belle, ses cheveux ont un ravissant reflet auburn. Vous avez toujours eu un penchant pour cette couleur de cheveux, murmura Poirot. Mais continuez. Yeux bleus, un très joli teint, et c'est tout, je crois, concluai-je assez mal à l'aise. Et son mari? Oh, un type assez gentil, mais rien d'extraordinaire. Brun ou blond? Je ne sais pas, entre les deux. Je pense qu'il a un visage tout à fait banal. Poirot hocha la tête. Oui, il existe des milliers de ces Anglais moyens.
et de toute façon, vous témoignez plus de sympathie et de goût dans vos descriptions féminines. Que savez-vous de ce couple? Parker les connaît-il bien? Ce sont des relations récentes, je crois. Mais sûrement, Poirot, vous n'imaginez pas une minute. Poirot leva la main. Tout doucement, mon ami. Ai-je dit que j'imaginais quoi que ce soit? Mon seul avis est que c'est une curieuse histoire. Et il n'y a rien qui l'éclaircisse, sauf peut-être le nom de cette personne. Hastings. Son nom est Stella, répondis-je avec raideur. Mais je ne vois pas. Poirot m'interrompit par un formidable gloussement. Quelque chose semblait l'amuser énormément. Et Stella signifie étoile. Fameux. Que diable! Et les étoiles donnent la lumière. Voilà. Calmez-vous, Hastings. Ne prenez pas cet air de dignité offensée. Maintenant, nous allons nous rendre à Montague Mansions et y recueillir quelques renseignements. Les Mansions comprenaient un ensemble de beaux bâtiments en parfait état. Un portier en uniforme prenait le soleil sur le seuil de l'entrée principale. Et c'est à lui que Poirot s'adressa. « Pardonnez-moi, pourriez-vous me dire si un certain M. Robinson réside ici ?» L'homme n'était pas bavard et paraissait de tempérament acariâtre, voire soupçonneux. Il nous regarda à peine et grogna. « Numéro 4, deuxième étage. »« Je vous remercie. Depuis combien de temps habite-t-il ici ?»« 6 mois. » J'eus un haut-le-corps d'étonnement et j'attrapai au vol la grimace malicieuse de Poirot. « Impossible !» m'écriai-je. « Vous devez faire erreur. »« 6 mois. »« Êtes-vous sûr? Madame Robinson est grande, avec des cheveux roux foncés et... » « C'est elle, coupa le portier. Son mari et elle sont arrivés en octobre dernier. Ça fait juste 6 mois. » Après cet effort, il parut se désintéresser de nous et battit lentement en retraite dans le hall. Je suivis Poirot qui s'éloignait. « Eh bien, Hastings, me demanda mon ami d'un ton railleur, êtes-vous encore certain que les jolies femmes disent toujours la vérité? » Je ne répondis pas. Poirot était parvenu dans Brompton Road, avant que je ne lui demande ce qu'il allait entreprendre et où nous nous rendions. Chez les agents de location, Hastings. J'ai grande envie de louer un appartement à Montague Mansions. Si je ne me trompe, des choses intéressantes s'y passeront avant longtemps. Nous eûmes de la chance dans notre démarche. Le numéro 8 au 4e étage était alloué pour 10 guinées par semaine. Poirot le prit immédiatement pour un mois. Lorsque nous nous retrouvâmes dehors, il arrêta mes protestations. « Mais je gagne de l'argent actuellement. Pourquoi ne m'offrirais-je pas un caprice? À propos, Hastings, avez-vous un revolver? »« Oui, quelque part, répondis-je légèrement troublé. Pensez-vous que... » « Que vous en aurez besoin. C'est bien possible. L'idée vous plaît, je vois. Le spectaculaire et le romanesque vous séduisent toujours. » Le jour suivant, nous étions installés dans notre « home » provisoire. L'appartement s'agrémentait de meubles plaisants. Il occupait la même situation que celui des Robinson, 2 étages plus haut. Le lendemain était un dimanche. Dans l'après-midi, Poirot laissa la porte du palier entr'ouverte et m'appela rapidement alors qu'une porte claquait quelque part plus bas. Jetez un coup d'œil par-dessus la rampe. S'agit-il de vos amis? Ne les laissez pas vous voir. J'avançai prudemment la tête. Ce sont eux, chuchotai-je. Bon, attendez un moment. Environ une demi-heure plus tard, une jeune personne apparut portant une toilette aux couleurs vives avec un soupir de satisfaction. Poirot repénétra dans notre appartement sur la pointe des pieds. C'est ça. Après les maîtres, la bonne. L'appartement devrait être vide à présent. Qu'allons-nous faire? Demandai-je mal à l'aise. Poirot s'était rendu dans l'arrière-cuisine à petits pas, pressé, et tirait la corde du monte-charge. « Nous sommes sur le point de descendre à la manière des poubelles, expliqua-t-il allègrement. Personne ne nous remarquera. Le concert du dimanche, la promenade du dimanche après-midi, et finalement la sieste du dimanche, qui suit le repas anglais, le roast beef. Tout cela distraira l'attention des gens susceptibles de s'intéresser à Hercule Poirot. Venez, mon ami. » Il se glissa sur l'engin de bois grossier et je le suivis avec précaution. « Allons-nous nous introduire chez eux par effraction ?» questionnai-je d'un air de doute. « Pas aujourd'hui. » Tirant la corde, nous descendîmes lentement jusqu'au 2e étage. Poirot poussa une exclamation de satisfaction en constatant que la porte de service était ouverte.
Vous remarquez, il ne verrouille jamais ses portes pendant la journée. Et cependant, n'importe qui pourrait passer en montant, en descendant, comme nous l'avons fait. La nuit, oui, et encore pas toujours. Et c'est contre cela que nous allons prendre les dispositions nécessaires. Tout en parlant, il tira des outils de sa poche et se mit prestement au travail. Son objectif étant d'arranger la serrure de manière à ce qu'il soit possible de l'ouvrir de l'extérieur, l'opération ne lui prit pas plus de 3 minutes. Il rempocha ses outils et nous regagnâmes notre domaine personnel. Lundi, Poirot fut absent toute la journée, et lorsqu'il revint dans la soirée, il se laissa tomber dans son fauteuil avec un soupir de soulagement. « Hastings, voulez-vous que je vous raconte une petite histoire? Une histoire comme vous les aimez et qui vous rappellera vos films favoris? Je vous écoute. Je présume que c'est une anecdote authentique et non une de ces fables nées de votre imagination. C'est assez véridique. L'inspecteur Japp de Scotland Yard pourra répondre de son exactitude, étant donné que c'est grâce à ses bons offices qu'elle est parvenue à mon oreille. Écoutez, Hastings, il y a un peu plus de 6 mois, des plans maritimes importants ont été dérobés dans un service gouvernemental américain. Ils indiquaient la position de quelques-uns des plus importants ports de défense et représentaient une valeur considérable pour n'importe quel gouvernement étranger. Les soupçons se portèrent sur un certain Luigi Valdarno, italien de naissance, qui occupait un poste subalterne au ministère et qui disparut à la même époque que les documents. Que Luigi Valdarno ait été le voleur ou non, on retrouva son corps criblé de balles 2 jours plus tard, dans le quartier est de New York. Les documents n'étaient pas sur lui. Ceci dit, on apprit que le garçon s'était affiché durant quelque temps avec une certaine Miss Elsa Hart, jeune chanteuse récemment apparue, qui habitait avec son frère à Washington. On ne sait rien du passé de Miss Hart, qui se volatilisa brusquement vers l'époque de la mort de Valdarno. On a de fortes raisons de croire qu'elle était en réalité une habile espionne internationale, se servant de noms d'emprunts variés et à laquelle on attribuait de nombreuses missions néfastes pour nous. Les services secrets américains, tout en faisant de leur mieux pour retrouver la trace de Miss Hart, gardaient l'œil sur un certain gentleman japonais résidant à Washington. Les autorités pressentaient que, lorsque la jeune femme aurait suffisamment effacé sa piste, elle approcherait le gentleman en question. L'un d'eux partit brusquement pour l'Angleterre il y a 15 jours, donc, d'après les apparences, il semblerait qu'Elsa Hart soit ici. Poirot s'interrompit et reprit doucement. Le signalement de Miss Hart est le suivant. 5 pieds 7 pouces, yeux bleus, cheveux auburn, teint clair, nez droit, pas de signe particulier. « Madame Robinson !» m'exclamai-je d'une voix altérée. « Disons qu'il y a une chance pour qu'il s'agisse d'elle, » rectifia Poirot. « J'ai appris aussi qu'un homme au teint basané, un étranger en quelque sorte, se renseignait sur les occupants du numéro 4, et cela pas plus tard que ce matin. Par conséquent, mon ami, je crains qu'il ne vous faille renoncer à vous coucher tôt ce soir et vous préparer à partager ma nuit de veille dans l'appartement numéro 4, armé de votre revolver, bien entendu. »« Je vous crois, m'exclamai-je enthousiasmé. Quand partons-nous ? Minuit me paraît être l'heure à la fois classique et appropriée. Rien n'est susceptible de se produire plus tôt. À minuit précis, nous nous introduisîmes avec précaution dans le monte-charge, qui nous conduisit au second. Sous la manipulation de Poirot, la porte de bois s'ouvrit sans mal, et nous pénétrâmes dans l'appartement. De l'office, nous passâmes dans la cuisine, où nous nous installâmes confortablement sur des chaises, avec la porte donnant sur le hall entr'ouverte. « À présent, rien d'autre à faire qu'attendre, » murmura Poirot, satisfait en fermant les yeux. L'attente me parut interminable. J'étais terrifié à l'idée que je pouvais m'endormir. Il me semblait que nous veillions depuis 8 heures au moins, alors qu'en réalité, comme je l'appris plus tard, cela n'avait pas duré plus d'1 heure et 20 minutes, lorsque je perçus un léger grattement. La main de Poirot toucha la mienne. Je me levai, et ensemble, nous nous dirigeâmes avec précaution vers le hall, d'où le son provenait. Poirot me chuchota à l'oreille. À l'extérieur de la porte d'entrée, il est en train de limer la serrure. Quand je vous en donnerai l'ordre,
pas avant. Sautez-lui dessus par derrière et maintenez-le bien. Prenez garde, car il aura certainement un poignard. » Bientôt, il y eut le bruit d'un métal qui cède, et un petit cercle de lumière éclaira l'espace laissé par la serrure. La clarté disparut, et aussitôt la porte fut lentement poussée. Poirot et moi, nous nous collâmes contre le mur. J'entendis la respiration de l'homme alors qu'il passait près de nous. Il alluma sa torche, et au même instant, Poirot me souffla à l'oreille. « Allez !» Nous nous sommes élancés ensemble. Poirot enveloppa la tête de l'intrus avec une écharpe de laine, tandis que je lui arrachai un couteau des mains. Toute l'affaire fut rapide et silencieuse. Poirot abaissa l'écharpe devant les yeux de l'homme, tout en lui laissant le bas du visage couvert. Je lui montrai mon revolver pour qu'il comprenne que toute résistance était inutile. Alors qu'il se calmait, Poirot approcha ses lèvres de son oreille et lui parla avec volubilité. Au bout d'une minute, l'autre hocha la tête, et Poirot, imposant le silence d'un geste, nous entraîna hors de l'appartement. Nous descendîmes l'escalier, notre captif derrière Poirot et moi fermant la marche, revolver au poing. Lorsque nous eûmes atteint la rue, mon ami se retourna. « Il y a un taxi qui attend juste au coin. Donnez-moi le revolver, nous n'en aurons plus besoin à présent. Mais si ce type essaie de se sauver ?» Poirot sourit. Il n'essaiera pas. Je revins quelques secondes plus tard avec le taxi. L'écharpe avait été retirée du visage de l'étranger et je sursautai. « Ce n'est pas un Japonais, » murmurai-je dans un souffle à l'oreille de Poirot. « L'observation a toujours été votre point fort, Hastings. Rien ne vous échappe. Non, l'homme n'est pas un Japonais, c'est un Italien. » Ayant pris place dans le taxi, Poirot donna au chauffeur une adresse à St. John Wood. J'étais complètement perdu. Ne voulant pas demander à mon ami où nous nous rendions en présence de notre captif, je tentai de vains efforts pour obtenir quelques éclaircissements sur les événements en cours. Nous descendîmes devant une petite maison située en retrait de la rue. Un passant attardé, légèrement éméché, titubant le long du trottoir, se heurta presque à Poirot et lui lança quelques mots acèbres que je ne compris pas. Nous montâmes tous trois les degrés du perron. Poirot sonna à la porte, tout en nous demandant de nous tenir un peu en retrait. N'obtenant pas de réponse, il sonna à nouveau, puis saisit le heurtoir et en frappa plusieurs fois le panneau avec vigueur. La lumière apparut soudain au-dessus de l'imposte, et la porte s'ouvrit légèrement. « Que diable voulez-vous » s'écria une voix d'homme. « Voir le médecin. Ma femme est malade. »« Il n'y a pas de médecin ici. » L'homme s'apprêta à refermer le battant, mais Poirot plaça adroitement son pied dans l'ouverture. Il devint brusquement la parfaite caricature du Français furieux. « Que racontez-vous là? Il n'y a pas de médecin ici. Je vais vous intenter un procès. Vous devez venir. Je resterai ici à sonner à votre porte toute la nuit s'il le faut. » « Cher monsieur, » la porte s'ouvrit toute grande et l'homme vêtu d'une robe de chambre et chaussé de pantoufles s'avança pour calmer son visiteur, tout en jetant un coup d'œil gêné alentour. « Je vais appeler la police. » Poirot s'apprêta à redescendre les marches, mais l'homme se précipita sur ses talons. « Non, ne faites pas cela pour l'amour du ciel. » D'une poussée brusque, Poirot l'envoya trébucher sur les marches, et en moins d'une minute, nous étions tous trois dans la place fermée et verrouillée. « Vite, par ici !» Poirot nous guida dans la pièce la plus proche, pressant le commutateur électrique au passage. « Et vous, derrière le rideau. »« Si, signor, » répondit l'Italien qui se glissa prestement derrière les longs rideaux de velours rose masquant la fenêtre. Il était temps. Une femme entra brusquement dans la pièce. Elle était grande, avec des cheveux roux foncés, et portait un kimono pourpre qui dessinait sa taille fine. « Où est mon mari » cria-t-elle en regardant autour d'elle d'un air apeuré. « Qui êtes-vous » Poirot s'avança en s'inclinant. « Il est à souhaiter que votre mari n'attrape pas un rhume. J'ai remarqué qu'il portait heureusement des pantoufles et que sa robe de chambre était épaisse. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Il est vrai que nous n'avons pas le plaisir de vous connaître, madame. C'est particulièrement regrettable pour l'un de nous, venu spécialement de New York pour vous rencontrer. » Les rideaux s'entr'ouvrirent alors et l'Italien s'avança. À ma stupéfaction, je constatai qu'il brandissait le revolver que Poirot avait dû, par mégarde, déposer sur la banquette du taxi. La femme poussa un cri aigu et se détourna,
pour s'enfuir. Mais Poirot se tenait devant la porte fermée. « Laissez-moi passer » cria-t-elle. « Il va m'assassiner !»« Qui a tué Luigi Valdarno ?» demanda l'Italien d'une voix rauque, pointant le revolver vers le groupe que nous formions. Nous n'osions pas bouger. « Mon Dieu, Poirot, c'est affreux, qu'allons-nous faire ? Vous m'obligerez en vous abstenant de tant parler, Hastings. Je vous assure que notre ami ne tirera pas avant que je lui en donne la permission. »« Vous en êtes sûr, hein ?» ricana l'Italien. J'étais épouvanté. Mais la femme se tourna brusquement vers Poirot. « Que voulez-vous » Poirot s'inclina. « Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'insulter à l'intelligence de Miss Elsa Hart en le lui précisant. » D'un mouvement vif, elle souleva un gros chat de velours noir qui servait d'enveloppe au téléphone. Ils sont cousus dans la doublure. « Ingénieux » murmura Poirot d'un ton approbateur. Il s'écarta de la porte. « Bonsoir, madame. Je vais retenir votre ami de New York pendant que vous assurez votre sortie. »« Quel fou !» rugit le grand Italien qui leva le revolver et tira à bout portant sur la silhouette de la jeune femme qui s'esquivait. Je bondis sur lui, mais l'arme ne fit que claquer à vide, et Poirot remarqua d'un ton faussement peiné. « Jamais vous ne ferez confiance à votre vieil ami, Hastings. Je n'aime pas que mes amis portent un pistolet chargé sur eux, et je le permettrai encore moins à une simple et récente relation. » Puis, s'adressant à l'Italien qui jurait furieux, « Pensez donc à ce que j'ai fait pour vous. Je viens tout bonnement de vous sauver du gibet, et ne croyez pas que votre belle dame s'échappera. La maison est gardée de tous côtés. Elle tombera tout droit dans les bras de la police. N'est-ce pas là une pensée réconfortante? Oui, vous pouvez partir maintenant. Mais prenez garde, prenez garde. Ah, il est parti. Et mon ami Hastings me contemple avec un air de reproche. Mais tout était si simple. Il s'avérait clairement, dès le début, que parmi des centaines de postulants à l'appartement 4 de Montague Mansions, seuls les Robinson furent trouvés acceptables. Pourquoi? Qu'est-ce qui les distinguait des autres? Et du premier coup d'œil, leur apparence? Possible. Mais elle n'avait rien de si singulier non plus. Ah, sapristi. Mais c'est ça. C'était là la question. Elsa et son mari, ou son frère, ou quel qu'il soit, viennent de New York et louent un appartement sous le nom de Robinson. Soudain, ils apprennent qu'une société secrète, la mafia ou la Camorra, à laquelle sans aucun doute Luigi Valdarno appartenait, est sur leurs traces. Que font-ils? Ils adoptent un plan de simplicité transparente. De toute évidence, ils savaient que leurs poursuivants ne les connaissaient pas de vue. Quoi de plus simple alors? Ils offrent l'appartement à un prix ridiculement bas. Parmi les milliers de jeunes couples qui cherchent un logement à Londres, il se trouvera bien plusieurs Robinson. Ce n'est qu'une question de patience. Si vous jetez un coup d'œil sur l'annuaire téléphonique, vous admettrez qu'il devrait fatalement exister au moins une Madame Robinson aux cheveux auburn, laquelle se présenterait un jour ou l'autre. Ensuite, que doit-il se passer? Le vengeur arrive, il connaît le nom, il connaît l'adresse, il porte son coup, tout est terminé. La vengeance est satisfaite et Miss Elsa Hart s'est échappée une fois de plus. À propos, Hastings, il faudra me présenter à la vraie Madame Robinson, cette créature délicieuse et digne de confiance. Que penseront-ils, les Robinson, lorsqu'ils constateront que leur appartement a été forcé? Nous devons faire vite, retourner là-bas. Ah, cela doit être Japp et ses amis qui arrivent. Une série de coups violents ébranla la porte. « Comment connaissez-vous cette adresse ?» demandai-je, alors que nous retournions dans le hall. « Oh, mais j'y suis. Vous avez fait suivre la première Madame Robinson lorsqu'elle abandonna l'autre appartement. À la bonne heure, Hastings, vous faites enfin marcher vos petites cellules grises. À présent, une surprise pour Japp. » Tournant doucement la poignée de la porte, il plaça la tête du chat dans l'entrebâillement en poussant un miaou perçant. L'inspecteur de Scotland Yard, qui se tenait à l'extérieur accompagné d'un étranger, sursauta. « Oh, ce n'est que M. Poirot dans une de ses petites plaisanteries !» s'exclama-t-il, alors que la tête du petit détective apparaissait derrière celle du chat. « Pouvons-nous entrer? Vous avez mis nos amis en sécurité? » « Oui, nous avons cueilli les oiseaux, mais ils ne portaient pas la marchandise sur eux. »« Je vois. Alors vous venez à la maison ? »
Pour la chercher? Eh bien, je suis sur le point de partir avec Hastings, mais auparavant, j'aimerais vous donner une petite leçon sur l'histoire et les habitudes du chat domestique. Seigneur, êtes-vous devenu complètement maboule? Le chat, déclama Poirot, était adoré par les Égyptiens anciens. On considère encore comme un signe de chance le fait qu'un chat noir croise votre chemin. Or, ce chat a croisé votre chemin, Japp. Parler de l'intérieur d'un animal ou d'une personne n'est pas jugé correct en Angleterre. Mais l'intérieur de ce chat est tout ce qu'il y a de plus délicat. Je parle de sa doublure, bien entendu. Avec un brusque grognement, l'homme qui accompagnait l'inspecteur saisit l'animal des mains de Poirot. « Oh, j'ai oublié de vous présenter, » s'exclama Japp. « Monsieur Poirot, voici Monsieur Burt du service secret des États-Unis. » Les doigts experts de l'Américain trouvèrent ce qu'ils cherchaient. M. Burt ouvrit sa main, et durant un moment, la parole lui manqua. Puis il se montra à la hauteur de la situation. « Heureux de faire votre connaissance, Monsieur Poirot. » Fin. J'espère que l'histoire vous a plu. Exprimez-vous en commentaire, n'hésitez pas. Mettez un j'aime, ça me fait plaisir. Et en attendant les projets futurs, proches je l'espère, je vous dis prenez soin de vous, à très bientôt et merci. Au revoir.